Les journées deviennent de plus en plus longues, ce qui annonce un retour aux bonnes sensations du soleil sur la peau, y compris avec le plein de vitamine D. Tout le monde sait que lorsque l'on s'expose au soleil, évidemment, on fait le plein de vitamine D. En positif aussi, presque fini le mois de janvier et sans grande catastrophe, il manquerait pas grand chose pour que le bonheur soit de taille. Il nous manque à la liste des choses qui nous tiennent vraiment à cœur la liberté, la paix et la souveraineté, ce qui est la raison de notre présence ce soir dans la France libre avec le CNTF-CH. Bonsoir Philippe, bonsoir Bruno, bonsoir à vous qui nous regardez. Soyez les bienvenus. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs et bienvenue à tous. Voilà. Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames et bonsoir messieurs. On ne dit plus tellement mesdemoiselles, ce qui est dommage. Je vais commencer par une actualité plus que brûlante parce que j'ai eu la chance de pouvoir suivre un petit peu tout ce qui se passe actuellement avec les agriculteurs. Et pour la première fois, on a un mouvement non violent qui est approuvé par 90% de la population. Alors nous, au Conseil national de transition français Canal historique, on a travaillé pendant des années pour préparer une transition pacifique, pour préparer une transition où la France pourrait retrouver sa souveraineté et sa fierté au niveau du peuple. Eh bien, peut-être que ce mouvement des agriculteurs est le prémisse et le début de la future transition. Ce qui est dommage, c'est que ces agriculteurs ne se soient pas joints avec les autres mouvements, je dirais, de liberté et d'indépendance qui sont souvent soutenus par les indépendants, c'est-à-dire les commerçants, les artisans, les professions libérales, notamment les médecins, qui d'ailleurs sont en train d'essayer de faire tomber le Conseil de l'ordre actuel, et puis aussi les Gilets jaunes, parce que dans les Gilets jaunes, il y a aussi énormément de personnes qui travaillent mais qui malheureusement dorment dans leur voiture ou qui ne peuvent pas payer ou ne peuvent pas finir leur fin de mois. Et ce qui est dommage, c'est que certains syndicalistes agricoles aient dit clairement qu'ils ne voulaient pas des gilets jaunes. Alors peut-être parce que effectivement le mouvement des gilets jaunes a été sali par les Black Blocs, le système qui a été mis en place et voulu par euh, nos gouvernants, enfin qui essayent de nous gouverner, parce que là maintenant c'est plutôt la panique. Quand on constate que Emmanuel Macron, comme par hasard, est parti en Inde et maintenant au lieu de rentrer en France, il est parti en Suède. Donc à chaque fois qu'il y a un mouvement important, comme par hasard, bizarrement, il s'en va. Il devait pas aller en Ukraine, normalement? Ah, en plus, il doit aller en Ah, Ukraine. ouais, ouais. Alors, en plus de ça, quand on a assisté à la technique de communication bien rodée de Gabriel Attal vendredi, qui s'est rendu sur un point de blocage et qui a réussi à convaincre le naïf agriculteur qui avait dirigé tout ça avec des grands sourires et puis en disant je vous aime les agriculteurs mais sans résultat vraiment concret. Pour moi, il n'y a pas une grande différence parce que avec certaines choses, parce qu'il suffit de regarder le nom. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais de Attal à Attali, il n'y a qu'une lettre de différence. Donc, ce mouvement, au contraire, par rapport à tous les autres agriculteurs français, ce qui s'est passé vendredi n'a fait que renforcer leur détermination parce que eux ne se sont pas fait avoir. Donc, on va maintenant pouvoir parler de notre sujet de ce soir et je te laisse, Sylvain, le présenter. Alors effectivement, nous avons fait beaucoup de choses depuis la pandémie, la terrible pandémie, et on se pose justement cette question, a-t-on tout essayé vraiment? Parce qu'on peut sortir de là, hein, vraiment. Maintenant, je vais laisser mes acolytes, Bruno et Philippe, en discuter justement. Voilà, bah À toi, écoutez, Philippe. c'est le moment d'enchaîner, effectivement. Alors, je voudrais déjà dire une première chose. Un mouvement qui aurait été gêné par les Black Blocs et que les paysans aient eu peur des Black Blocs. Alors, il faut rajouter les prétendus Black Blocs. Il y a ceux qui sont pacifiques et qui ont des vues, on va dire, tout à fait louables. Et puis ceux qui se font passer par eux, qui mettent des grosses écharpes noires et qui cassent les vitrines. Et on les appelle les Black Blocs à tort. Et on sait ce que c'est, nous, au sein du CNTF-CH, de se faire appeler par un nom différent de ce que nous sommes vraiment. Donc voilà, donc on a cette premier rapport à dire. Et puis je voudrais dire que effectivement, encore une fois, le ministre Monsieur Attal, avec ou sans i à la fin d'ailleurs, hein, c'est la même formation, c'est les mêmes personnes,
il a usé de sa jactance. Vous savez, c'est un mot d'argot qui veut dire sa capacité à parler bien, parler beau, et qui endort les gens, en particulier les gens des campagnes qui, comme chacun sait, sont des balourds qui comprennent rien à ce qu'on leur dit et qui estiment, lorsqu'ils ne comprennent pas, que ça dépasse leur entendement. Eh bien, il faut leur dire à tous que, un, ils ne sont pas plus balourds que les autres, et que deux, tout ce qui dépasse l'entendement ne mérite pas d'être dans l'arène publique. Et ça, c'est quelque chose que nous ont appris les Grecs anciens. Ça. Voilà. Donc, dès que l'instant où ça sort de l'entendement, je comprends pas. Je suis désolé, je comprends pas. C'est pas parce que je suis bête, c'est parce qu'on est en train de m'embrouiller. Ça, c'est vrai déjà dans les cours d'école, mais c'est vrai encore plus dans la politique générale de cet État qu'on appelle la France. Voilà. Donc voilà. Et puis le fait qu'il ne souhaite pas que certaines personnes et qu'il désigne certains groupes qui sont admis, qui sont pas admis, qui sont portés, qui sont pas portés par les agriculteurs. Bah, c'est, je dirais, une stigmate de ce que l'État français réussit le mieux, c'est-à-dire à diviser les Français. À faire en sorte qu'ils s'opposent les uns aux autres. Ah ben tel groupe n'est pas compatible avec tel autre, etc. Quand est-ce qu'on va aller vers là, ce qu'on appelait autrefois, et c'était un terme du Parti communiste, alors je m'en excuse à l'avance, mais que nous allons requalifier aujourd'hui, c'est la convergence des luttes. Convergence des intérêts en tout cas, et de lutter ensemble pour tous nos intérêts. Et nos intérêts, il n'y a pas que la paysannerie, il y a tout l'ensemble de la France qui est concerné. Simplement, la paysannerie, c'est une fédération de gens qui sont encore pour l'instant indépendants et qui sont de petite taille mais répartis partout, alors que le reste de l'activité professionnelle économique France est répartie entre des très grands consortiums qui bien souvent sont déjà partis à l'étranger et de petits bouts qui restent, qui vivotent tant bien que mal avec des activités de prestataires de services, avec le nombre des auto-entrepreneurs en France qui explosent, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Le nombre explose, il y en a de plus en plus, et les auto-entrepreneurs aussi explosent parce qu'on leur a dit qu'ils allaient pouvoir jouir d'une certaine liberté, que ça allait être la liberté, voilà, ils allaient pouvoir faire ce qu'ils voulaient, merveilleux. Il y a plus de la moitié des auto-entrepreneurs qui déclarent en chiffre d'affaires zéro, plus de la moitié. Mais donc, Philippe, il faut aussi voir une chose importante, c'est que l'oligarchie, notamment celle de Bruxelles, qui contrôle maintenant les pays d'Europe, parce que Macron ne fait qu'obéir comme une marionnette à l'oligarchie bruxelloise qui n'est même pas élue, eh bien, cette oligarchie, elle est en train de réaliser le contrôle total, comme ça se passait à l'époque de la Stasi en Allemagne de l'Est, chose que tu as connue, toi, Sylvain, c'est-à-dire qu'on est dans 1984. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, appris que les agriculteurs, depuis 2023, sont contrôlés tous les 3 jours par satellite, qui contrôlent toutes les parcelles. Donc, on va dans un système totalitaire qui est déjà vraiment une dictature. Même, ce sont même des méthodes de contrôle dont même Hitler n'aurait jamais rêvé. C'est vraiment incroyable. Donc, est-ce que la population va se rendre compte finalement que tout le monde a intérêt à changer de système, que les politiciens actuels n'ont jamais rien résolu parce que c'est eux qui ont créé les problèmes? Et en plus de ça, de se rendre compte que ce sont les classes moyennes qui font vivre un pays, c'est-à-dire les indépendants. Alors, les indépendants, les gens libres, ça ne plaît pas à une dictature comme celle qui existe à Bruxelles, évidemment. C'est pour ça que les agriculteurs sont écrasés sous les normes. C'est pour ça que les médecins sont contrôlés par les conseils de l'ordre, etc. C'est pour ça que les commerçants, les artisans sont de plus en plus taxés et les petites entreprises, alors que c'est eux qui font vivre un pays. Et en fait, on s'aperçoit que ces gens-là sont en train de perdre leurs revenus, que les classes moyennes deviennent de plus en plus pauvres. Donc, plus ça va, plus les gens commencent à s'énerver, plus les gens sont en colère. Et on espère, on pense que le moment va arriver où le peuple français va dire ça suffit. Et les agriculteurs, c'est important parce que c'est quand même eux qui sont à la base, parce que sans eux, on ne pourrait pas manger. Donc, quand le frigo sera vide pour tout le monde, là, je pense que les gens qui se sont fait vacciner pour pouvoir partir en vacances ou qui ont suivi de loin les manifestations, qui ont dit oui, bah moi j'arrive encore avec mon petit salaire, etc. Eh bien, ces gens-là, eh bien, ils vont commencer à bouger. Et là, on va arriver à quelque chose d'important, c'est-à-dire un changement de système, une révolution. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que cette révolution, elle ait lieu
mais dans la non-violence, exactement comme le font les agriculteurs. Et Mais- c'est ce qui montre d'ailleurs que la population les suit, parce que la population s'est rendue compte que là, il n'y a pas de violence. Tu sais Bruno, quand on écoute les agriculteurs aujourd'hui, ceux-là même nous disent que, enfin voilà, ils nourrissent pas la France. Hein, ça part plutôt à l'étranger ce qu'ils fabriquent. Et nous, on importe des mauvaises choses parce qu'on a des bons produits en France, mais on importe des choses qui viennent d'ailleurs et pas forcément terribles. Et oui, Oui, on a vu des chiffres là-dessus, hein. On importe beaucoup plus qu'on exporte, et le chiffre s'est carrément inversé il y a quelques années seulement, alors qu'on était en solde net positif. On exportait plus qu'on importait. Et maintenant, c'est devenu l'inverse. C'est-à-dire qu'on a un ensemble européen qui ne se satisfait pas plus de la politique agricole commune, qui a démarré dans les années 60, où les agriculteurs français n'avaient pas trop à se plaindre, puisque là, c'était le poumon européen de l'agriculture, c'était la France à l'époque, hein. Et puis avec l'entrée d'autres pays, c'est devenu un pays parmi d'autres. Et puis maintenant, bah, tout simplement, les agriculteurs sont en concurrence interne à l'intérieur de l'Europe. Voilà le résultat des courses. C'est qu'on a réussi à mettre tous les pays en concurrence au sein même de l'Europe, et avec évidemment des gens qui perdent, des gens qui gagnent. Alors on met en avant la qualité France, évidemment. Hein. Qualité France, c'est lié à quoi? Bah, à la norme. À la norme de quoi? Bah, la norme de quelle doit être la taille d'une tomate, comment elle doit être ceci ou cela. Ça, c'est des normes françaises qui ont été intégrées bien souvent dans les normes européennes, mais pas toutes. Et bien souvent, la norme a été à la baisse, c'est-à-dire que on perd de la qualité européenne, et comme on est en train de perdre de la qualité France, puisqu'elle est remplacée par la qualité Europe, qui est moins disante. Voilà. Donc on est challengé évidemment par des pays qui avaient d'autres habitudes de production et qui sont plus habitués au productivisme que nous ne le sommes en France. Voilà. Et donc on est dans un décalage, et ce qui explique ce qui arrive à nos agriculteurs qui cherchent des solutions. Alors plutôt que de leur expliquer comment il faudrait faire, on leur dit vous allez faire comme ça et pas autrement. Vous allez planter ce type d'agriculture et pas autre chose. Et on va vous surveiller avec des satellites. Et si c'est pas bon, on vous envoie pas vos subventions. Donc ils sont totalement, je dirais, passés d'un statut d'indépendant à un statut de fonctionnaire aux ordres. Sinon, ils ne reçoivent plus l'argent à la fin du mois ou à la fin de l'année. Donc ça, c'est extrêmement grave. Et c'est cette bascule-là qui est importante. Alors, ce que je voudrais faire remarquer aussi, c'est que la répartition nationale est quelque chose de fondamentalement important, parce que plus on sera réparti en petites entités nationales, et plus on échappera, je dirais, à la règle de la surveillance de Big Brother, quoi, pour être tout à fait simple. Et c'est exactement ce que conseille d'ailleurs un site qui s'appelle Police pour la vérité, sur laquelle je suis tombé. Un site connu, qu'on aime à saluer ici, hein, qui effectivement agrège les opinions de certains policiers qui sont pas tout à fait d'accord avec ce qu'on leur demande de faire, et qui ont soit démissionné, soit qui se cachent, soit qui ont une vie difficile. Et on les salue pour ça. Et ils nous disent la même chose. Ils nous disent il faut qu'on se répartisse, il faut que les Français se répartissent un peu partout, pour que ce soit pas les grands consortiums qui absorbent toute la marge, pour que ce soit pas des grandes entreprises qui se gardent, les grandes entreprises de distribution, pour ne pas les nommer, qui se gardent toute la différence des prix. Hein, ce que tous les agriculteurs nous disent déjà depuis des années. Et quand on interroge les mêmes sociétés en question, les grandes entreprises en question, elles nous disent toutes, mais nous on est déjà en flux tendu, on est déjà ceci, on est au taquet, on peut rien faire de plus, et c'est pas de notre faute, c'est la faute du gouvernement qui alimente l'inflation. Enfin voilà, donc on est dans un jeu de c'est pas moi, c'est l'autre. Et on va nulle part avec ça. Alors, on a essayé ceci, on a essayé cela, on a fait la PAC, on a fait plein de choses, ça marche pas. Et puis politiquement, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé un peu tout le monde, et je crois que M. Macron est l'homme de la synthèse de ce tout le monde. C'est-à-dire qu'il est à gauche, mais il fait faire des choses de droite, et inversement, quand c'est à droite, il fait faire des choses de gauche. Donc on peut dire qu'il est assez consensuel d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est garanti d'être toujours réélu sur le fait qu'il est au centre, tout simplement, hein, ou quelque part dans une nébuleuse qui est reconnue par tout le monde. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose de compliqué. Donc comment faire pour dire on va essayer autre chose de plus? Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le Front National, anciennement Front National. Hein, excusez-moi si je n'ai pas en tête le nouveau nom, mais vous aurez tous compris. Madame Le Pen à l'époque, hein, et qui doit toujours être d'actualité. On n'a pas essayé encore elle. Oui, mais enfin bon, est-ce qu'on est obligé d'aller au bout du bout d'un système qui visiblement est plus qu'essoufflé, pour se rendre compte qu'on va se tromper pour la 117e fois? Alors Philippe, d'autres choses. Alors Philippe, voilà, c'est pour ça qu'on est là ce soir, c'est pour vous dire comment on fait autrement. Voilà. je voulais rajouter à ce que tu dis que tous les politiciens actuels, sans exception, je dirais même Asselineau qui parle du Frexit, mais qui lui fait partie aussi de l'oligarchie, tous les politiciens sans exception n'ont jamais été jusqu'au bout de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que nous, on dénonce depuis
2008 que le référendum de 2005 n'a jamais été respecté. Donc, en fait, toutes ces normes européennes et tout ce que cette Europe nous impose, c'est totalement illégitime et illégal par rapport au peuple français. Mais aucun politicien n'a le culot, n'a le courage d'aller jusqu'au bout en disant il faut faire tomber la table, il faut que la République change, il faut créer une nouvelle forme, je dirais républicaine, mais sous forme d'une véritable démocratie, où ce soit le peuple qui ait la parole et que le peuple reprenne sa souveraineté. Tous les partis politiques ne vont pas jusque-là. Aucun ne le fait. On est complètement d'accord. Alors, il y a des personnes isolées à l'Assemblée nationale qui ont osé des mots tels que crime Jean Lassalle, par exemple. contre l'humanité, des crimes contre l'humanité. Je pense à Martine Vonner en particulier, qui a osé dire ce que vous faites, ce sont des crimes contre l'humanité en parlant de la vaccination. Elle s'est fait trabrouer en disant que son mandat n'était pas éternel, hein, avec plein de sous-entendus derrière. Donc, on souhaite qu'il lui arrive pas malheur à cette dame. Voilà, donc il y a effectivement des oppositions réelles, parce qu'aujourd'hui on est en train de se parler dans le poste, on entend les gens qui disent mais il n'y a plus d'opposition. Il n'y a plus d'opposition, effectivement, il n'y a plus d'opposition, contrairement à l'Allemagne où on a une opposition forte, effectivement. Et là, politiquement, en France, il n'y en a plus. Elle a été ramollie, si je puis dire, par le forçage de monsieur Macron. Donc voilà. Donc les gens qui disent des choses un peu fortes sont mis de côté en leur disant non, mais attendez, nous on est des communicants professionnels, il est interdit de prononcer tel mot et tel mot. Interdit. Ah bon, sinon il se passe quoi? Bah sinon il va se passer des bricoles. Ah bon, d'accord. Bah ils se le font pas de dire deux fois, hein, je dirais les représentants du peuple. Alors pour les meilleurs d'entre eux, les mieux intentionnés, tous les autres ayant depuis longtemps rendu les armes, s'étant accrochés au véhicule en quelque sorte où la soupe est bonne, excusez-moi de l'expression, mais c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Pendant que les Français, ils meurent doucement, hein, selon une pente tout à fait régulière et prévue à l'avance et dont on connaît l'issue. C'est-à-dire le transhumanisme, c'est-à-dire d'être esclavagisé, c'est-à-dire voilà tout ça qui nous attend. Hein. Donc c'est pour ça qu'on est un tout petit peu tendu et que lorsqu'il y a des opportunités comme ce qui est en train de se passer avec les agriculteurs qui sont en train de prendre conscience d'un certain nombre de choses et pas simplement que leur frigo est vide, ça va un petit peu plus loin que ça. Ils ont une conscience aussi, ils ont une intelligence et ils voient les choses. Donc nous tout ce qu'on peut leur dire c'est n'oubliez pas de vous tourner vers les solutions du Conseil national de transition, canal historique. N'oubliez pas de vous tourner vers ce qui a déjà existé dans la Grèce antique d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, où là, on a inventé la vraie démocratie sans représentation politique. La démocratie réelle, c'est quoi? C'est pas un parti politique de toute manière. Ça n'est pas un parti politique. Jamais. La démocratie actuelle, enfin, telle qu'elle devrait être, la démocratie ancienne en tout cas, telle qu'elle a été, eh bien, c'est un art de vivre, tout simplement. C'est un art de vivre ensemble. Et avec des philosophes, des gens qui réfléchissent, et une assemblée populaire qui prend des décisions. C'est aussi simple que ça. Quand on comprend ça, on comprend l'essentiel. Alors nous, au sein du CNTSCH, on est paré pour parler à des maires qui en ont un petit peu assez du système, pas simplement des gens qui nous parlent, hein, parce que les gens qui nous parlent, on les écoute plus vraiment. Hein, je sais pas vous, mais le système tel qu'il existe, il est mort. Quand on voit ce qui se passe en Europe, non représentative, pas d'élection, rien, pas de représentation ni d'élection. Donc ils sont absolument, ils font ce qu'ils veulent hein, à Bruxelles. Hein. Et Bruxelles fait ce qu'elle veut, à condition que ce soit en accord avec Washington. Donc voilà. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va partir? Comment ça va évoluer? Voilà, on voudrait simplement insister pour dire à toutes les personnes qui se désespèrent, tous les gens qui de près ou de loin sont liés à l'agriculture ou à autre chose, à d'autres métiers qui sont en train de disparaître, leur dire qu'il faut garder confiance et qu'il faut faire des choix intelligents, c'est-à-dire aller vers les solutions réelles, pas les solutions fausses qui ne marchent jamais et qui se font régulièrement blacklist, comment dirais-je, retourner comme un gant par des beaux parleurs qui étaient aux affaires déjà à l'époque dont ils nous parlent aujourd'hui et dont ils disent qu'avant c'était pas bien parce qu'on n'a pas bien fait les choses. C'est eux qui ont fait les choses. Donc voilà. Philippe, un signe important, c'est que sur les autoroutes en ce moment et sur les ronds-points qui sont mis en place au niveau des agriculteurs, eh bien, il y a déjà un certain nombre de maires qui sont eux-mêmes agriculteurs qui sont présents. Et c'est très bien. Bah, les maires savent qu'ils ont compris qu'il faut changer le système. Je ne crois pas qu'ils soient que boutés sur leur comment dirais-je, leur mandature, parce qu'ils ont plus d'ennuis que de bons moments. Hein. Je parle des maires des villes de moins de 5000 habitants, par exemple, et elles sont nombreuses. Je ne parle pas des maires des plus grandes villes qui, eux, comme on dit, sont soit appartenant à des groupes politiques, soit appartenant à des groupes pseudo-philosophiques tels que la franc-maçonnerie, on va la nommer, il n'y a pas de problème. Si on n'est pas dans ce club-là, on est forcément dans le club des laissés pour compte et qui sont pas mieux considérés que leurs administrés par l'État français.
Voilà. Donc à cela, on peut tenir un dialogue. On peut dire voilà, ça va exploser. Eux sont sur le terrain et ils voient bien comment les gens sont exaspérés et comment eux n'ont plus de réponse aux questions qu'ils leur posent. Donc comment faire? Ben il faut y aller doucement. Il faut refaire oui, enfin il faut refaire vie commune, si je puis dire, refaire modèle de ce que serait la vie de demain, se rapprocher de ce que nous en avons dit au sein du CNTF/CH sur le site qui est lisible sur notre site et voir comment on met en place une période de transition. Revenir à toutes ces idées-là, voir comment on peut changer non seulement la partie agricole, mais la partie économique en général, la partie financière, et j'allais dire le plus important dans un premier temps, c'est la partie juridique, car c'est par le judiciaire que les choses vont bouger. Pour l'instant, nous manquons cruellement de décisions juridiques qui soient en accord avec la loi, hein, voilà. Et donc, à partir de là, eh bien, effectivement, les choses changeront vite, à condition qu'une bascule se fasse. Et avec un mouvement comme celui qui est en cours, il se peut que la bascule soit en route. Tout à fait, Philippe. Et je pense qu'à partir du moment où on a un réveil vraiment réel de la population, parce que c'est ça qui nous manque, ce réveil de la population, il aurait pu se produire déjà il y a longtemps. Déjà, quand on voit au moment des élections qu'il y a eu 57% d'abstention, le premier parti de France, c'est les abstentions. Donc le système déjà est très malade. Donc quand on sait que les agriculteurs ont toujours été en pointe de toutes les révolutions, toutes les jacqueries et ce qui remonte même au Moyen-Âge, eh bien, là, on s'aperçoit qu'il y a quand même un signe que les choses sont en train de bouger et que les gens sont quand même en train de se réveiller. C'est pour ça, effectivement, que 90% de la population soutient les agriculteurs. Parce que, au fond de chaque Français, que ce soit Français d'origine ou des gens qui sont descendants d'immigrés ou autres, il y a confusément au fond de chacun le fait que on a tous eu un grand-père ou un arrière-grand-père ou une grand-mère agriculteur ou agricultrice. Donc, on connaît, on sait plus ou moins, même confusément quand on habite dans les villes, que sans eux, rien ne se fait. Et que sans eux, on n'a plus rien à manger. Donc, c'est la base de la civilisation. Donc, quand les agriculteurs sont maltraités, c'est le peuple entier qui est maltraité. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre parce que c'est à partir de là que les choses peuvent changer. En espérant qu'ils se fassent pas avoir par du verbiage comme ça a été le cas avec les Gilets jaunes. Souvenez-vous, le grand débat organisé par Monsieur Macron, ça durait 8 heures, etc. Qu'est-ce qu'on en a tiré? Des cahiers de doléances? On les a perdus. Donc espérons que ça finisse pas comme ça. Non, ça ne finira pas comme ça. Il y a de toute manière une nécessité d'évolution. Je dis pas de révolution, mais on a tout ce qu'il faut pour faire une évolution sociétale. On veut changer de société, tout simplement. On n'est plus tenté par cette société politicienne qui sert comme modèle, c'est l'Europe, c'est les États-Unis d'Amérique, qui ont une logique dite démocrate qui leur est propre. Alors, on a l'impression que la démocratie, c'est un nom générique qui recouvre tout un tas de chapitres, tout un tas de sous-chapitres, etc. Démocratie à la manière de. On parlait aussi de démocratie de RDA, souvenez-vous, à l'époque de la guerre froide, justement, les pays de l'Est étaient démocrates, républicains, Deutsche Demokratische Republik, voilà, en allemand. Hein. Et donc, c'était le contraire de ce que nous vivions, nous, qui pourtant nous prétendions aussi en démocratie. Donc, on est en train de jouer avec les mots. Donc, il faut arrêter. Et ce stop, on le fait, nous, au sein du CNTF/CH, de façon très limpide et avec l'aide de Yota Angelaki, qui a traduit un livre sur ce thème. Eh bien, on fait ce stop en disant, il n'y a pas de démocratie s'il y a une représentation quelconque du peuple qui vote. Mais Philippe, il faut faire attention de ne pas se faire avoir et de tirer les leçons de l'histoire. Parce que des cahiers de doléances, il y en a eu en 1789. Évidemment, ils n'ont pas été écoutés non plus et on a abouti à quoi? À la terreur et après à Napoléon. Pourquoi? Parce que les Jacobins et toute une oligarchie nouvellement créée, avec des gens comme la franc-maçonnerie, mais d'autres aussi, bien, je dirais, au niveau de la bourgeoisie, ont mis la main sur la révolution pour la détourner à leur profit. Alors, la révolution, c'est un cas compliqué parce que certains vous diront qu'en 1789, personne n'avait mandaté les représentants du peuple pour faire un coup d'État. Or, ce fut un coup d'État. Techniquement, ça a été un coup d'État. Et les Français, paysans à 80%, avaient fait des lettres de doléances. Et eux, ce qu'ils souhaitaient, c'était plutôt une réforme. Non, on est dans la réforme. Et la réforme n'a pas été mise en route. Et effectivement, il y a des forces extérieures comme intérieures à la France qui ont bougé de telle sorte qu'on est arrivé à la Révolution. Voilà. En 93 notamment.
Donc voilà, et de tout ça, nous n'avons toujours pas fini de faire je dirais, le tour, hein, le panégyrique de toutes ces aventures autour de la Révolution française. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il nous reste quoi? Il en reste à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà, c'est quand même pas mal, hein, puisque ça fait partie du bloc constitutionnel de la Constitution française de 1958. Avec en 1948 le préambule de la Constitution de 1948 justement, dont on a gardé le préambule dans le bloc constitutionnel qui fonctionne aujourd'hui. Alors ce bloc constitutionnel, certains jurés, juristes, magistrats nous disent qu'il a été vu, revu, déformé, que la Constitution a été révisée ne serait-ce que sous Chirac 26 fois, je crois, et que donc il faut plus s'appuyer sur les textes anciens, mais sur les textes courants, c'est-à-dire qui ont cours maintenant. Alors aujourd'hui, on s'aperçoit de quoi? Que la Constitution, elle est bafouée, la Constitution, elle nous a emmenés dans le mur, que la Constitution, elle n'a plus rien à voir avec ce qui avait été fait en 1958. Voilà, on s'aperçoit de ça. Et que la législation se fait un petit peu dans notre dos et surtout contre nous, c'est-à-dire au détriment de nos libertés. Et c'est à ça qu'il faut mettre un coup d'arrêt. Donc à la limite, il y a des personnes qui nous disent c'est pas parce que la Constitution de 58 a été bafouée que le droit ne peut pas continuer. Ça, je peux entendre. Effectivement, le code pénal, le code civil fonctionne toujours. Voilà, on a envie de dire il y a toujours un gardien dans l'immeuble. Hein, c'est pas le problème. Mais sauf que il y a plus de Constitution telle qu'elle avait été conçue au départ. Donc il est peut-être temps de reconvoquer les Français pour leur proposer autre chose, quoi. Alors une autre Constitution, si on veut une Constitution, mais je dis tout simplement que c'est pas forcément nécessaire d'avoir une constitution. Il y a des pays comme l'Angleterre qui n'ont pas de constitution, Israël n'a pas de constitution. Voilà, on peut vivre sans la constitution, mais faire autrement, mais de façon claire, nette, précise, et en mettant des limites. Et nous, nos limites, c'est ça, c'est la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui fait partie prenante de la Constitution à venir et présentée à venir. Ça, c'est très important. Conserver les termes de cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ça me paraît à moi et à d'autres très important parce qu'il y a des choses basiques qui sont annoncées dedans. Et puis derrière faire en sorte de changer tout et refaire une constitution. Donc c'est ce que nous proposons. Nous avons en réserve une constitution de rechange, si je puis dire, qui sera soumise aux Français, qui la corrigeront, qui en feront ce qu'ils voudront. Et à l'issue de la période de transition, il sera voté, il sera choisi par les Français le type de régime qui leur plaît le mieux. Est-ce que c'est de revenir à un roi? Est-ce que c'est de rester dans une république? Est-ce que c'est juste de changer des têtes? Est-ce que c'est changer de système et de venir à une vraie démocratie sans représentation politique? Voilà, question ouverte. Et on répond par là même à la question de tout à l'heure. On a tout essayé, vraiment? Point d'interrogation. Ben non, on n'a pas tout essayé. C'est ça qu'il faut bien appuyer, sur lequel il faut bien appuyer. On n'a pas tout essayé, loin de là. Pendant 140 années, il a existé une démocratie non représentative dans la Grèce antique qui a apporté un certain nombre d'avantages aux Grecs de cette époque, et en particulier ceux d'Athènes, bien sûr, où avait lieu cette démocratie. Et on s'est aperçu à ce moment-là que il y avait quand même des belles choses à faire. Et si cette démocratie n'a plus existé, c'est parce qu'un contrat a été mis contre elle, je pèse mes mots, et que les Perses, qui étaient les ennemis héréditaires de la Grèce, les Lacédémoniens, c'est-à-dire les Spartiates, se sont dressés contre Athènes, la ville d'Athènes, pour justement la mettre à genoux. À plusieurs reprises, elle a été mise à genoux, mais pas tuée. S'est relevée, et puis bon, finalement, elle a fini par céder sous le poids de l'envahisseur, notamment macédonien, mais qui bizarrement n'a pas mis fin à la démocratie, qui a dit à tous les pays qui étaient conquis par Alexandre le Grand, son fils, et il leur a fait choisir entre la démocratie et tout autre système. Et 140 villes qui ont été conquises par Alexandre le Grand ont eu le loisir de choisir la démocratie et l'ont fait. Voilà. Alors justement, Philippe, je viens de vous montrer ici, donc à tous ceux qui nous écoutent, la présentation publique de la structure proposée par le Conseil national de transition français Canal historique, qui présente le modèle de société que nous proposons, où il n'y a plus d'élection, mais du tirage au sort à tous les niveaux, qui permet à tous les citoyens du peuple de pouvoir agir sur la vie publique directement et en pleine souveraineté. Donc ça, vous l'avez sur le site conseilnational.fr. Il suffit de le récupérer, de l'imprimer, et vous pouvez le lire, le montrer, le distribuer et le faire connaître à tout le monde. Et ça, c'est quand même très important de le dire parce que nous avons travaillé pendant des années pour mettre en place cette présentation et ce document, et en même temps un grand programme de redressement du pays. Bien, je vais conclure cette émission avec une phrase jolie que j'ai entendue dans cette émission, justement prononcée par Monsieur Philippe. La démocratie est un art de vivre, et on va s'arrêter là-dessus parce que franchement, c'est ce qu'il y a de meilleur. Merci Philippe, merci Bruno, merci à vous également qui nous regardez. Notre prochain rendez-vous avec le CNTFCH, ce sera mercredi. En attendant, excellente soirée.